Donc, on pourrait dire de l'amitié ce que Saint-Augustin disait du temps. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Si on ne me demande pas, je sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Donc, c'est très difficile de trouver une bonne définition de l'amitié. Et Philippe Soupeau disait que, effectivement, l'amitié échappe à toute définition. Elle échappe d'autant plus à toute définition parce qu'elle se transforme dans le temps et qu'elle n'a pas ni les mêmes usages, ni les mêmes pratiques, ni la même expression selon les différentes époques. Donc c'est ce qu'on va essayer de traverser ensemble. Voilà. Donc je vous propose une démarche un peu en 4 temps. Donc je vais d'abord aborder l'approche des ethnographes, parce que les ethnographes ont travaillé sur l'amitié. Et ça nous apprend déjà des choses sur, peut-être à changer notre regard aussi sur la façon dont on est amis dans différentes sociétés. Et puis j'aborderai l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et puis on fera un petit peu une pause sur Montaigne, hein, pourquoi Montaigne est notre mythe de l'amitié, hein, dont tout le monde y pense bien évidemment. Et puis j'aborderai le 18e et le 19e jusqu'à éventuellement des poussées jusqu'au contemporain si ça vous intéresse. Voilà. Comme on le disait avant en discutant, c'est vrai que l'amitié a été beaucoup moins traitée que la famille. Ça vaut pour l'histoire, mais ça vaut aussi pour l'ethnographie. Hein. Donc, mais néanmoins, il y a quand même pas mal d'ethnographes qui sont intéressés à l'amitié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ethnographe, contrairement à l'historien, qui ne rencontre pas les gens dont il parle, l'ethnographe, il est obligé de devenir ami. Il est obligé de devenir ami avec les gens. Pour arriver à avoir un terrain, il faut qu'il devienne ami avec les gens. Et donc, c'est assez amusant parce que selon les sociétés, l'ethnographe arrive et tout le monde lui demande d'être son ami. Parce que l'ami, ça peut être... D'abord, c'est intéressant parce qu'on va apprendre des choses nouvelles sur une autre société, parce que ça donne du prestige, voilà, parce que effectivement, ça c'est une distraction. Donc souvent les ethnographes sont plutôt submergés d'amitié et ils se demandent un peu ce qui se passe parce qu'en fait eux ils considèrent qu'ils devraient choisir leurs amis et tout d'un coup on leur dit ah ben non tu dois être mon ami parce que tu es né en même temps que moi, etc. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a un ethnographe qui compare 2 terrains et qui dit que sur un des terrains, effectivement c'est ce qui se produisait, c'est-à-dire que tout le monde lui demandait d'être ami, puis sur un autre terrain rien du tout. Hein. Et donc, pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans cette société, en fait, qui était au Cameroun, en fait, l'amitié était réservée à ceux qui avaient une initiation commune. Et donc, ils faisaient pas du tout forcément ouverture vers les étrangers. Voilà. Alors, on peut prendre quelques exemples, c'est toujours plus vivant. C'est vrai que l'amitié vient... en plus de la parenté, alors elle n'est pas contradictoire avec la parenté, mais elle est un peu une soupape par rapport à la parenté. Par exemple, en Afrique où il y a beaucoup de sorcellerie, quand on veut que son enfant soit protégé de la sorcellerie, on l'envoie chez son ami. Parce que dans ta famille, il y a de la sorcellerie. Par contre, l'amitié protège de la sorcellerie. Donc, ça permet aussi souvent d'enrayer les vengeances. Hein, donc on a l'exemple, je ne sais pas si vous avez lu Les Lances du crépuscule de Philippe Descolas, qui est un livre magnifique, et qui raconte que c'est des hachoirs qui sont assez combatifs. Voilà. C'est vrai que l'ami est utilisé pour arrêter la vendetta. Hein. S'il y a eu un meurtre, etc., c'est l'ami qui va servir d'intermédiaire en échangeant avec un fusil pour calmer la vendetta. Voilà. Il y a aussi des choses assez amusantes que raconte Alban Bensa, qui a travaillé sur la Nouvelle-Calédonie, et qui se trouve pris dans justement ces amitiés, alors qui sont à la fois obligatoires et spontanées. C'est-à-dire qu'en fait, la personne s'impose à vous comme votre ami, voilà. Et en Calédonie, il y a une relation qui est connue, qui est la relation à plaisanterie. La relation à plaisanterie, c'est qu'on se moque énormément, on fait, voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que selon les civilisations, on peut avoir, enfin les cultures, on peut avoir des amitiés à plaisanterie où la parole est très libre, on dit parfois même des insanités, etc. On se moque beaucoup de l'autre, on se donne des bourrades. Et puis il y a aussi des amitiés, au contraire, on est très cérémonieux, on se fait des déclarations très fleuries.
Voilà. Hein, chez les hachoirs, c'est un peu ça. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est l'amitié à plaisanterie. Voilà. Pour vous dire effectivement qu'il y a beaucoup de diversité, mais on peut quand même trouver des traits communs. Donc ça effectivement contrebalance les contraintes familiales. Ça permet de créer de l'échange. Hein. L'exemple le plus connu étant la fameuse Koula de Malinowski, qui est donc une cérémonie où justement les différentes tribus se rencontrent de différentes îles, et grâce à ça, en fait, ils font circuler des colliers, etc. Et ce qui est assez amusant, c'est que donc ils se donnent des colliers, mais ils essayent de devenir amis avec celui avec qui ils échangent des colliers, etc. Et qu'ils font tout un jeu de séduction, etc. Donc c'est une espèce de parenthèse enchantée que de vivre ce moment d'amitié. Mais du coup, ça crée de l'échange, ça ouvre vers l'extérieur, etc. Voilà. Donc, par rapport au don qu'a étudié Marcel Mauss, c'est vrai que le don d'amitié est un peu différent parce que dans le potelage, il peut y avoir une espèce d'effet d'entraînement qui fait qu'il peut y avoir un côté un peu agonistique, un peu... Hein, si il y a une espèce d'enchaînement de don contre don, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et finalement, il y a un moment qu'on ne peut plus suivre, et donc la personne est humiliée. Alors que dans l'amitié, justement, il y a une volonté quand même de douceur et de paix et de doux commerce. Voilà. Donc, ce qui permet d'arriver à la définition de Pete Rivers, que je trouve assez bonne, qui dit que en fait, l'amitié est à la fois sentimentale et instrumentale. Ce qui, je pense, effectivement, change par rapport à notre vision de l'amitié, on y reviendra, c'est qu'effectivement, elle peut être effective, hein, il y a des services, des cadeaux, etc., et en même temps, ça peut être un échange affectif très fort. Donc, il dit effectivement que il y a une espèce de grâce de l'amitié qui donne une certaine liberté, mais qui, en même temps, d'une certaine manière, permet aussi des échanges de services, des échanges d'objets, des échanges... Alors, c'est aussi qu'on sait, souvent, il y a des mariages entre amis, on marie ses enfants avec son ami, etc. Voilà. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant, c'est qu'effectivement, si on va après vers la Grèce et le Moyen-Âge, il y a des traits communs. Enfin, on va voir ce trait commun de l'affectif et de l'effectif. On peut être dans une relation qui est à la fois de service et en même temps une relation intense. Voilà, donc par exemple, chez les Grecs, effectivement au départ, l'amitié est fille de l'hospitalité. Donc l'hospitalité, a priori, c'est une obligation. Mais en même temps, effectivement, ça crée les liens d'amitié, etc. Donc, pour eux, c'est une véritable force qui en quelque sorte, gouverne le cosmos, une force d'attraction. Et donc, il y aurait, effectivement, c'est un principe d'union qui fait tourner le monde. Hein. Pour eux, c'est vraiment essentiel. Donc, on le retrouve bien évidemment à l'intérieur même de la démocratie athénienne. La filia est à la base de toute la société. C'est pour ça qu'effectivement on a choisi ce titre d'amitié et société. C'est pour montrer qu'effectivement dans des sociétés différentes ou dans les sociétés qu'on a connues dans le temps, l'amitié était beaucoup plus centrale qu'elle l'est devenue. Hein. Donc elle est centrale. Alors on verra que le problème c'est que c'est l'amitié des hommes. Hein. Les femmes sont hors sujet. Voilà, et on reviendra là-dessus parce que effectivement que ça soit pour l'Antiquité et le Moyen-Âge, c'est une amitié entre hommes. Voilà. Donc, elle est à la fois égalitaire et aristocratique. C'est-à-dire qu'il y a en même temps, effectivement, de la bienveillance, mais il y a aussi une part de compétition. Donc, c'est assez étonnant parce que Philippe Ariès... Jean-Pierre Vernant, qui a travaillé sur les Grecs, dit qu'en fait, il a très bien compris l'amitié des Grecs, parce qu'il a été résistant. Et il dit effectivement que ce qui différencie l'amitié de la résistance des amitiés qu'il a connues par ailleurs, hein, dans sa vie, c'est qu'on peut avoir des divergences d'opinion, etc. On a une unité, enfin, il y a effectivement une solidarité évidente. Voilà.
Et que les Grecs, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la solidarité amicale est évidente, même si on se fait des coups tordus, etc. Enfin, après ça, on reste effectivement amis. Donc c'est vrai que ça veut dire aussi que tout est commun. Ça veut dire aussi, comme le dit Aristote, qu'un ami, on partage un boisseau de sel. Alors qu'est-ce que c'est qu'un boisseau de sel? Donc c'est une grosse mesure, hein. Je pense que ça devait être assez consistant. Je ne sais pas ce que c'est exactement comme quantité, mais c'est beaucoup de sel. Donc ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps ensemble, et qu'on passe beaucoup de temps, et qu'on... Voilà. Et ça aussi, c'est un trait qu'on retrouve autant au Moyen-Âge que dans l'Antiquité, c'est que l'amitié, on est ensemble, quoi. On passe du temps ensemble, et que c'est ça le signe de l'amitié. Voilà. On verra que c'est plus tellement le cas après, et en particulier chez Montaigne. Voilà. Les esclaves, ils ont pas l'amitié parce qu'ils n'ont pas de temps. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Par contre, c'est vrai qu'on sait que les femmes, on considère qu'elles ne sont pas capables d'amitié. De toute façon, elles sont là pour la souffrance. Donc, mais dans la réalité, des films, est-ce que les femmes quand même se lient d'amitié entre elles? On n'a pas beaucoup de témoignages, c'est-à-dire qu'il y a tous des débats pour savoir si déjà elles ont le droit d'aller dans les banquets, parce que, comme je disais, le boîte hôtel, donc le banquet, c'est un peu le lieu aussi de la commensalité de l'amitié. Et a priori, on se dit que non, elles ne participent pas au banquet, quoi. Non, mais il y a quand même des réunions militaires. Oui, en plus, oui, voilà. Donc l'idée aussi, on pense effectivement à Achille et Patrocle, forcément. Achille qui pleure la mort de Patrocle, etc. Avec poussant des cris de douleur et s'arrachant, voilà, les cheveux, je sais pas ce qui t'arrache. Enfin, bref, c'est les douleurs. Mais en fait, Jean-Pierre Vernant dit bien que Achille n'est pas le parangon de l'amitié de la cité classique. Parce que en fait, il manque de modestie. Hein. Il faut quand même, il faut un peu de philanthropie, de modestie, de douceur. Alors que lui, il est complètement hors norme. De toute façon, il n'obéit pas, etc. Donc voilà, l'amitié de la cité classique est quand même plus ordonnée que l'amitié d'Achille et Patrocle. Voilà. Donc c'est vrai que on a après des sources dans l'Antiquité plus tardive où on voit vraiment qu'il y a des correspondances amicales et que l'ami aide aussi, en fait c'est presque un directeur de conscience, quoi. Il y a vraiment des échanges pour... l'ami, c'est celui qui vous permet d'aller vers l'excellence. Il y a cette notion-là. Donc c'est pour ça que je disais, c'est à la fois, il y a une part de convivialité, mais une part de rivalité, parce qu'il faut aussi aller vers le meilleur, vers le mieux. Voilà. Et donc, effectivement, on combat, on se chamaille, etc. Voilà, l'amitié est charnelle, elle est incarnée, on partage le boisseau de sel, etc. Voilà. On retrouve à peu près les mêmes traits au Moyen-Âge, dans l'amitié virile, sauf qu'en fait, il y a beaucoup plus d'asymétrie. C'est-à-dire que, en fait, l'amitié est là justement pour compenser. Parce que souvent l'amitié, elle est entre suzerain et vassal, entre junior et senior, etc. Et elle vient effectivement compenser la symétrie. Et pareil, elle est quand même très très liée à la commensalité. Alors ça va même assez loin, parce qu'ils dorment dans le même lit, ils mangent dans le même plat, et ils s'embrassent sur la bouche. Hein. Oui, il y a vraiment il y a toute un débat sur... voilà, après on reviendra là-dessus, parce que amitié particulière, voilà. En fait, il ne voyait, comme disait Philippe Ariès, il frôlait des abîmes sans vertige, il ne se posait absolument pas la question que nous on se pose. Hein, voilà. Et il s'embrasse sur la bouche, parce que aussi c'est le souffle, et puis c'est le baiser de paix aussi. Hein. Donc... c'est un amour viril héroïque. Alors on adore aussi pareil, combattre, quelle joie d'aller combattre avec son ami, etc. On n'a pas peur d'affronter la mort. Mais c'est un peu une fiction égalitaire dans un univers hiérarchisé. Voilà. Donc du coup, elle a une fonction stabilisatrice, quoi. Elle évite effectivement le conflit. Voilà. Et elle se traduit par toute une série de rituels de paix, comme effectivement le baiser de paix dont je vous parlais. Voilà. C'est une notion aussi politique, c'est-à-dire que, en fait, elle est aussi repensée par les juristes, par les clercs,
qui relisent Aristote, etc. Mais ce qui veut dire aussi que si on est amis, c'est qu'on est capable d'être ennemis. C'est-à-dire que l'amitié et l'inimitié, c'est un rapport dialectique, et que si on est amis, c'est qu'on est prêt aussi à se battre pour tuer les ennemis, quoi. Hein, voilà. Donc c'est vrai que parfois c'est assez compliqué pour les gens parce que il faut qu'ils naviguent un peu entre les différentes alliances. Voilà. C'est un signe de puissance, quoi. Le roi doit montrer qu'il a plein d'amis, son charisme, etc. Et donc, chaque fois qu'on voit deux souverains se donner des signes d'amitié, alors pareil, ils mangent ensemble, etc., ils dorment dans le même lit, etc., c'est un signe politique qu'il y a une alliance qui se crée, etc. Ça peut inquiéter d'autres. Hein. Voilà. Donc, il s'est mis en scène, quoi. Il y a aussi tout un discours... Alors, par contre, l'Église, alors c'est un peu compliqué, parce que l'Église... Elle n'aime pas trop la filia parce que ça éloigne de la caritas, de la charité. Hein. La charité, ça doit se diffuser à tout le monde et ça ne doit pas choisir des élus. Néanmoins, on a quand même des correspondances de moines, alors pareil, hein, qui sont quand même assez étonnantes. Ils se jettent dans les bras les uns des autres, ils s'embrassent, ils se font des déclarations absolument passionnées. Et comme d'habitude, les femmes sont évacuées. Hein, parce que donc c'est Aldaret de Rio qui est assez connu pour ses théories sur l'amitié. Alors les amis, etc., c'est formidable, on va vers la vertu, etc. Mais il dit à sa sœur, hein, non, les femmes sont incapables d'amitié, voilà, il vaut mieux les enfermer dans un coin. Voilà. Donc, voilà. Alors, comment avoir des... comment... Alors, bon, un historien qui travaille sur ce sujet dit qu'en même temps, quand on lit leur vocabulaire, c'est vrai qu'il est tellement maternel, parce que justement, ils évacuent les femmes pour pouvoir jouer entre eux des rapports affectifs. Quoi. Ah ouais. Et oui. Alors, effectivement, pour les classes populaires, comme vous l'aviez remarqué pour l'Antiquité, on a des difficultés à trouver des traces. On trouve une trace quand même qui est liée au fait que on a inventé quelque chose, la chrétienté a inventé quelque chose qui s'appelle l'amitié, la parenté spirituelle, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le compérage, hein, c'est pour ça qu'on dit comme-mère et compère, c'est qu'en fait, quand on donne son enfant comme parent ou marraine, on devient compère et commère. Mais ça se doublait d'autre chose, qui était l'inceste du troisième type, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de se marier avec son compère et sa commère. Voilà. C'est toute alors il y a tout un remaniement du symbolique qu'a effectué l'Église, parce que ça passe forcément par le baptême, donc d'une certaine manière elle le contrôle, voilà, pour enraciner dans du local et pas uniquement dans les lignages. C'est assez intéressant parce que ça peut, voilà. Et donc, bon, alors après, ça s'est dégradé. C'est vrai qu'il n'y a plus cette... Dans les parents marraines, il n'y a plus cet inceste. Il n'y a plus cette c'est encore vrai dans certaines églises orientales, chez les Syriaques, c'est comme ça. Il y a encore l'interdit du troisième type. Ouais. Ouais. Mais effectivement, ça s'est perdu en Occident. Alors, je n'ai pas la date précise. C'est surtout que les protestants ont beaucoup critiqué ça, et du coup, la contre-réforme l'a abandonné, quoi. En gros, c'est ça. Mais il n'y a pas de protestants, même chez les Syriaques. Non, c'est pas le même genre. Donc, c'est pour ça qu'on peut, par exemple, dans le procès de Jeanne d'Arc, retrouver effectivement des traces de ses amitiés, parce qu'elle dit qu'elle va chez sa commère, de même dans Montaillou, village occitan. Hein, donc on voit effectivement que le berger avait des relations, même s'il avait l'air isolé, finalement il avait des relations d'amitié par le biais du compérage et du commérage. Et du coup effectivement, dans tous ces sujets, de toute façon, il ne fallait pas être seul, hein, parce que si on était seul, on ne survivait pas. Donc voilà, c'est clair. Voilà. Alors à l'époque moderne, on commence à le voir apparaître, si on a quelques archives privées sur l'amitié, c'est dans les livres de raison. Donc on voit effectivement, enfin on peut un peu comprendre quels étaient les liens amicaux d'une famille. Par exemple, le livre de raison était souvent tenu par
plusieurs générations et on racontait les différents amis qu'on avait, mais il n'y a absolument pas d'expression de l'amitié en termes de sentiments, quoi. Donc, voilà. Ça veut dire que c'est uniquement social. Oui, de toute façon, dans les livres de raison, il n'y a quasiment pas de sentiments. Je veux dire, sauf au moment des deuils. Il y a parfois une petite notation. J'ai perdu cet enfant, il était tellement vif, je le regrette. Enfin, voilà. Mais il y a très peu d'effusion sentimentale dans les livres de raison. C'est des livres de contes aussi. Hein. Ils sont même tous des contes. Les livres de raison, peut-être précisé, c'est des livres de comptabilité. Voilà, c'était des livres où on faisait à la fois la comptabilité, les récoltes, etc., et puis les événements familiaux, quoi. Ça collecte uniquement des faits. Oui, en fait, c'est un peu non, parce qu'on s'intéresse sur la naissance du journal intime, et effectivement, dans le livre de raison, c'est pas encore très intime, mais on voit des traces d'intime, et on verra que effectivement. Il y a un dérivé du livre de raison qui est le livre d'amitié. C'est-à-dire qu'on voit apparaître au XVIIIe siècle des jeunes gens qui échangent un livre et qui mettent leurs annotations, etc. Le journal peut être lu par un ami. Ça, c'est vrai que c'est assez étonnant aussi. En fait, on croit toujours que le journal intime peut être lu. Voilà, et en fait, parfois il est pris dans des relations d'amitié. Donc, c'est vrai que là, on est encore dans l'idée que l'entraide est centrale, hein, parce qu'elle est guerrière, elle est matérielle, etc. Et elle est en même temps affective. Voilà. Donc, nous, on a tendance à considérer que l'amitié doit être totalement désintéressée, hein, et on est accusé de corruption dès qu'il y a des conflits d'intérêts et des amis. Pour eux, c'est vrai que dans des régimes comme ça, d'alliance, etc., l'amitié est aussi, comme je le disais, instrumentale autant qu'affective, quoi. Alors, vient le moment Montaigne. Alors, Montaigne, il est effectivement, c'est un événement. Bon, d'une part, c'est notre mythe de l'amitié. Je pense qu'on peut dire que c'est notre mythe de l'amitié. Mais c'est vrai que lui dit tout de suite qu'en fait, ils se sont très peu vus. Vraiment, ils se sont très peu vus. Et donc, en fait, la Boétie, en plus, est un théoricien de l'amitié politique, parce que quand on lit le contrat, effectivement, il dit que le tyran ne peut pas avoir d'amis. Voilà, et que, effectivement, pour justement lutter contre la servitude volontaire, c'est l'amitié qui viendra faire contrepoids. Voilà. Voilà, ils se sont très peu vus, donc ce qui tranche totalement avec ce qu'on a vu, le boisseau de sel, être ensemble, etc. Donc effectivement, c'est une amitié d'acquaintance, d'idées, etc. Même si c'est beaucoup plus que ça, vu qu'effectivement, ils ne font plus qu'une personne, leur âme n'a plus de couture, etc. Nous remplissions mieux et étendions la possession de notre vie en nous séparant. Il vivait, il jouissait, il voyait pour moi et moi pour lui, autant pleinement que s'il eût été. Voilà, c'est étonnant. Voilà. Donc en fait, cette amitié a duré 6 ans. Il y a peu de temps ensemble, peu de lettres, des grands intervalles, mais effectivement, c'est une amitié absolument fabuleuse, d'intelligence et d'amour de conférence, avec admiration mutuelle, etc. Voilà. Et toute douceur et polissure, quoi. C'est complètement hors passion. Il n'y a pas de passion dans l'amitié, c'est toute de la douceur, de la politesse, de la compréhension, etc. Et elle est fatale. Par contre, ça, c'est peut-être différent de notre conception de l'amitié, c'est qu'il dit que c'est vraiment, cette amitié était fatale. Nous nous cherchions avant que de nous être vus, et par des rapports que nous entendions l'un de l'autre, que faisait en notre affection plus d'efforts que ne porte la raison des rapports, je crois par quelle ordonnance du ciel nous embrassions par nos noms. C'est assez étonnant. Hein. Voilà, j'essaie de faire ressortir un peu l'étrangeté aussi. Voilà. Et leurs vies ne se sont pas superposées, parce qu'ils sont restés. La Boétie est mort très jeune. Voilà, il est mort très jeune, et bon, les essais sont le tombeau de la Boétie, voilà. Voilà. Parce que dans tous les livres des essais, Montaigne en fait rapport en disant je suis tellement triste. Voilà, il est totalement mélancolique d'avoir perdu la Boétie, et c'est effectivement, ouais,
il erre comme une âme en peine, enfin, une fois que la poésie est... Voilà. Et donc, son témoignage est encore bouleversant pour nous aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai qu'on voit déjà certains traits qui sont propres à l'amitié, je dirais, des modernes. C'est ce fait que c'est pas parce qu'on passe du temps ensemble qu'on est amis. On peut, alors comme on dit toujours, on revoit un ami 20 ans après, c'est comme si on l'avait vu hier, quoi. On a cette notion, effectivement, que le temps passé ensemble n'est pas forcément le critère ou le... Voilà. Et puis il y a l'histoire du double. Oui, je pense. J'ai une question, mais je voudrais revenir un tout petit peu en Ouais, arrière allez-y. sur le Moyen-Âge. Est-ce que l'importance de l'amour courtois a porté la pagaille dans cette notion? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a un historien qui est assez amusant, qui s'appelle Louis-Georges Tin, et qui dit l'invention de l'amour hétérosexuel, quoi. Il dit à un moment on a inventé voilà, il y avait l'amitié, et puis à un moment on a inventé l'amour hétérosexuel. Ça a tout mis par terre, quoi. Voilà, avant. Donc c'est vrai que quelque part l'amitié est vraiment nettement antérieure à l'amour courtois. Voilà. Bon, après, il y a des tas. Alors, l'amour courtois, c'est un sujet énorme. Mais bon, après, on verra, en fait, c'est intéressant parce qu'on va y revenir. C'est que souvent, quand même, le discours de l'amour et de l'amitié sont en parallèle, quoi. C'est-à-dire qu'on verra que, surtout au XVIIIe siècle, le lexique sentimental est pratiquement le même pour l'amour et l'amitié. C'est-à-dire que le ménage, enfin il y a l'amour-passion, mais en fait le XVIIIe invente l'amour dans le mariage. Et le petit ménage des Suards, par exemple, c'est une douce amitié, quoi. Madame Roland, quand elle choisit Monsieur Roland, c'est pas parce qu'elle l'aime, c'est parce qu'elle en fera un ami. Donc c'est vrai que longtemps, le mariage qui était réussi, c'était un mariage où les gens étaient amis, quoi. Voilà. Donc il y a pas. C'est vrai que cette frontière entre amour et amitié, elle est intéressante, hein, parce qu'elle varie beaucoup et voilà. Alors, bien sûr, Montaigne déclarait que les femmes incapables d'amitié, on recommence, sauf que bon, il a quand même fait Marie de Gournay sa légataire, donc on peut penser qu'il en a sauvé certaines. Voilà. Parce que ce qui frappe, effectivement, c'est que c'est la page blanche de l'amitié féminine, et même, je dirais, la page noire. C'est-à-dire que les femmes, de toute façon, c'est bavardage, caquetage, commérage, rivalité pour attirer les mâles, voilà. Alors, par contre, on peut maintenant que, depuis qu'on a commencé l'histoire des femmes, on a revu un peu cette légende noire, mais c'est... Avant le XVIIIe siècle, c'est quand même assez difficile à déceler. Bon, il y a quelques femmes aristocratiques dont on sait qu'elles avaient des amitiés. Et puis on voit effectivement des convivialités, que ce soit dans les lavoirs, dans les marchés. Enfin, on voit qu'effectivement il y a de l'entraide, il y a de la convivialité, etc. Mais c'est vrai que les femmes, alors on conquit l'amitié valorisée via l'amitié mixte, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme elles ont accédé à l'amitié des hommes, après elles ont pu accéder à l'amitié des femmes. Voilà. Donc le principe, c'est que donc notre notion moderne qui commence au XVIIIe siècle de l'amitié implique le désintéressement. Hein, contrairement à tout ce qu'on a vu auparavant, où effectivement on échange des services, etc. C'est désintéressé, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de pacte de sang, etc. C'est libre, et l'amitié est sa propre fin. Montesquieu dit que c'est un engagement qui n'a pas besoin d'être confirmé par des paroles, des serments, des témoignages extérieurs. Voilà. Et donc, alors c'est vrai que c'est amusant parce que dans les correspondances, après, on voit que dès qu'il y a des histoires de prêt d'argent, de services rendus, etc., alors ils s'empêtrent, etc., parce qu'il ne faut pas du tout que ça se mélange avec l'amitié. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait le soupçon d'utilité dans l'amitié. Pour ça, effectivement, ces amitiés délicates sont en quelque sorte froissées par le même petit soupçon d'instrumentalité. Voilà. Bon, c'est un peu un rituel hein, dans les correspondances, mais c'est là qu'on voit que le modèle se dessine, quoi.
C'est vraiment très fréquent. J'ai vu chez Vauvenargues, chez Chamfort et Mirabeau, vraiment, voilà. Alors après ça, ça n'empêche pas qu'ils se rendent des services, ils s'en rendent beaucoup, en fait. Mais le discours, c'est que ça doit être toujours dans le désintéressement. Donc c'est vrai que, par exemple, dans le milieu des philosophes, ils se rendent beaucoup de services. Et puis les marquises et les philosophes, c'est comme ça qu'on a les places à l'académie, etc. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une utilité de l'amitié, mais elle doit être masquée. Voilà, elle ne doit plus être apparente. Voilà. Alors qu'avant, ça déjà... Voilà. Dans les correspondances qu'on voit aussi, alors je ne parle pas que des grands auteurs, mais vraiment des correspondances qu'on a pu étudier de la bourgeoisie, de la noblesse, et effectivement, on voit tout d'un coup un code, effectivement, se relâcher, où il y a beaucoup d'expressions sentimentales, des « je vous aime », etc. Beaucoup de... Bon, peut-être d'échanges d'idées, mais aussi de la douceur, de la délicatesse, voilà. Beaucoup d'humour aussi, et d'humeur, parce que, effectivement... c'est vrai que souvent ces correspondances en fait elles circulaient en fait. C'est-à-dire qu'en fait on s'écrivait des lettres mais dans les salons on lisait les lettres, très beau morceau d'amitié, etc. Donc c'était une façon pour les femmes aussi de se rendre publiques. Hein. Et elles se sont mises aussi à écrire des traités sur l'amitié qui ont été publiés. Donc elles étaient effectivement, et bon, on disait qu'elles étaient douées pour l'amitié quoi. Donc effectivement, elles sont rentrées en amitié par l'amitié. Voilà. Donc il y a aussi beaucoup des idées où justement on mène à la fois l'amour et l'amitié. Diderot dit l'amour et l'amitié, les deux idoles de mon cœur. Alors donc il écrit à Sophie Volant, mais il y a Grimm et mon ami, et voilà, ils aiment beaucoup cette triade. C'est pareil avec Rousseau, Madame Douteau et Lambert, voilà, ils adorent. Alors, c'est un peu d'ailleurs comme Volmar, la nouvelle Héloïse, quoi. C'est effectivement Volmar, il prend Saint-Preux et Julie, voilà, il les unit par l'amitié. Enfin voilà, donc l'amour, l'amitié, ces triades sont des choses qui sont un peu dans la mythologie du temps. Voilà. Ça ressort dans le théâtre aussi énormément. Dans le discours théâtral où les différents intervenants, qu'ils soient amoureux ou amis, les termes sont pratiqués. Exactement, tout à fait. C'est vrai qu'il y a... Donc il y a un sociologue allemand, qui s'appelle Niklas Luhmann, qui a dit effectivement il y a eu un code de l'amour et de l'amitié au XVIIIe siècle où vraiment les termes sont quasiment identiques, mais c'est l'amour qui a gagné, quoi. C'est l'amour qui a gagné. Pourquoi c'est l'amour qui a gagné? Alors on verra ça après. Voilà. Là pour le moment, l'amour et l'amitié sont à peu près sur le même, autant valorisés. Non, mais même si c'est les mêmes termes, est-ce que les termes signifient la même chose? Quand un ami dit à son ami je t'aime, c'est pas la même chose. Peut-être que oui. Mais mais c'est vrai que on est quand même étonné des effusions sentimentales. C'est-à-dire que Mirabeau, il dit à Chamfort, j'attends vos lettres comme j'attendrai une maîtresse. Enfin, délibérément, ils emploient quand même un vocabulaire où leur cœur bat, ils palpitent, ils pleurent. Enfin bon, ils en font quand même des tonnes. Hein. Donc c'est étonnant quoi, quand on voit Mirabeau qui était quand même un sacré bonhomme, qui avait été mis en prison, etc. Bon, quand il écrit à Chamfort, c'est incroyable la sentimentalité. Il décrit ça comme... et c'est vrai que toute la littérature sentimentale, souvent, c'est une femme qui écrit à son ami pour lui raconter ses histoires d'amour, quoi. Donc l'amitié est vraiment la découverte de l'intimité et du discours de l'intime, quoi. De ce qu'on ressent, etc. Mais il y a aussi la franc-maçonnerie qui est basée sur l'amitié, mais c'est un peu différent parce que c'est ritualisé. Il y a une espèce d'abandon de soi. On doit abandonner tout orgueil, etc. Et tout amour de soi. Et on est amis sans choisir dans cette amitié ritualisée. On ne choisit pas avec qui on est ami avec la personne qui vous est désignée, quoi. Pareil, ils ont tendance quand même à pas beaucoup accueillir les femmes, quoi. Comment? Enfin,
j'allais parler de la brouille entre Diderot et Rousseau. L'amitié des honnêtes gens, c'est une amitié transitive. C'est-à-dire que l'amitié des honnêtes gens, c'est... pardon ? C'est effectivement qu'ils sont un groupe et que tout le monde, effectivement, s'échange des bienfaits, etc., avec tous les rituels de l'honnêteté, etc. Par contre, l'amitié de Jean-Jacques Rousseau, c'est une amitié authentique et personnelle, où il n'y a pas vraiment de transitivité, quoi. À part dans le trio amical entre l'ami et l'amante. Voilà. Mais c'est vrai que la brouille entre Diderot et Rousseau, c'est un bon laboratoire parce qu'on voit vraiment un modèle amical, effectivement, de sociabilité, de salon. C'est le modèle de Diderot et de la fameuse coterie au Blanchic. Et puis il y a le modèle de Rousseau qui est on s'aime et tout est dit. Alors la sentimentalité, elle monte encore d'un cran. Et c'est vrai que la brouille repose quand même au départ sur le fait que lui, il veut être seul. Hein. Donc l'amitié intense et sentimentale à la Rousseau, c'est l'authenticité, c'est etc. C'est impossible. Donc je vous ai dit que les femmes écrivaient des essais sur l'amitié, donc il y a énormément d'essais sur l'amitié au XVIIIe siècle. Et donc effectivement, on voit monter le modèle comme quoi, effectivement, l'amitié, c'est la sociabilité, ça préfigure aussi que on va arriver à une société plus fraternelle, etc. Donc, ce qui est étonnant, c'est que, donc, moi, je suis allée à la BN, j'ai trouvé plein d'essais au XVIIIe siècle que j'ai essayé d'étudier. Bon, je vous passe un peu les détails. Et puis, je regarde au XIXe, quasiment plus rien. Plus rien, plus d'essais sur l'amitié. En philosophie, est-ce qu'il y a un discours philosophique sur l'amitié au XIXe ? Il n'y a rien. Donc, c'est vrai que les gens pensaient l'amitié, il y avait un débat sur l'amitié au XVIIIe siècle, et ce débat disparaît au XIXe. Et pourquoi ? Alors, c'est l'amour qui a gagné la partie, et surtout la famille. C'est la famille qui prédomine, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amitié. Hein. Mais on peut prendre un exemple assez caractéristique, c'est le roman de Balzac, Le Cousin Pons. Oui. Donc il est ami avec Schtroumpf et le problème de la famille, c'est qu'il ne faudrait pas que l'ami hérite, quoi. Donc ils sont prêts à le... Enfin, il meurt, hein, je veux dire, ça finit tragiquement. Hein. Donc l'amitié de prédilection entre ces deux artistes, elle est vraiment mise à mal par toute la société parce que l'héritage, ça prime avant tout sur les histoires d'amitié, quoi. Et puis après, il y a la passion, quoi. La passion, donc Madame de Staël, effectivement, explique effectivement la passion est beaucoup plus forte que l'amitié, et que les hommes, le problème c'est qu'ils sont en rivalité professionnelle dans la mêlée sociale, et les femmes, elles sont en rivalité par rapport aux hommes. Donc l'amitié, elle existe, mais elle vient en plus de la famille et de l'amour. Donc ça veut... Par contre, on a quand même beaucoup de traces d'amitié, mais par contre, sur le plan plus général, c'est vrai qu'il y a un clivage entre sociabilité masculine et sociabilité féminine. C'est-à-dire, les femmes, elles sont renvoyées à la maison, enfin, sauf les femmes du peuple qui travaillent, et les hommes créent, alors c'est vous qui avez travaillé sur les clubs, c'est-à-dire il y a des lieux de sociabilité masculine. Bon, Arlette Farge, elle prouve qu'au XVIIIe siècle, dans les cabarets, il y a des femmes. Au XIXe, dans le café, il n'y a plus de femmes. Hein, donc, il y a une sociabilité masculine qui se développe, que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans cette sociabilité, c'est vrai que elle est relativement, enfin, je dirais, désaffectée. C'est-à-dire qu'on ne se déclare pas beaucoup son amitié. On fait beaucoup de blagues. Ça veut pas, on s'entraide, on se donne des tuyaux, etc. Mais l'amitié masculine devient anti-sentimentale. Donc il ne faut pas montrer ses sentiments, il ne faut quasiment pas se toucher non plus. Hein. Moi, j'ai lu l'histoire de Renan et Berthelot, alors ils disent vraiment... ils fument même pas ensemble, tellement c'est désincarné, quoi. Donc ceux qui sont dans, effectivement...
la science, l'esprit, ils sont totalement désincarnés. Puis les autres, ça se retrouve dans ce qu'on appelle les caveaux, c'est-à-dire les gens, ils se retrouvaient dans des caveaux pour chanter, et les chantons qui chantent, c'est grivois et totalement anti-sentimental, quoi. Donc la sentimentalité est du côté des femmes, du coup le discours masculin sur l'amitié se dépouille de toute sentimentalité. Voilà. Et donc, effectivement, les amitiés masculines, on peut dire qu'elles commencent à se cliver, c'est-à-dire on verra à part les amitiés d'adolescents, donc on reviendra sur le sujet, à part les amitiés d'adolescents, mais sans ça, c'est vrai qu'ils clivent leur amitié en vie professionnelle, négoce, fraternité, sociabilité, camaraderie de jeunesse, et puis c'est ce que Simone appelle le clavier du jeu social, quoi. On peut avoir des amitiés dans différents mondes, et que ces mondes ne se rencontrent pas. On n'a pas besoin d'avoir cet échange avec l'ami comme un autre soi-même, hein. Donc on se passe totalement de l'amitié à la montée de la Boétie, en fait. C'est Facebook avec les réseaux actuels et tout ça. Oui, ça peut, oui, c'est vrai que c'est feuilleté en différents domaines, quoi. On n'essaie pas de... Voilà, des amitiés dans le domaine ne concernent à chaque fois qu'un aspect de la personnalité sans s'immiscer dans les autres. Voilà. En revanche, les femmes sont restées gardiennes ou dépositaires d'une amitié non clivée, effectivement, où il y a beaucoup d'amitiés de jeunes filles avec des confidences, elles échangent leurs journaux intimes, beaucoup d'échanges affectifs, voilà. Une langue sentimentale, alors c'est vrai qu'on a des correspondances de jeunes filles, alors c'est pareil, hein, qui débordent de sentiments, mais aussi de sensualité, quoi. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'en pays latin, après le mariage, c'est fini, hein, ses amis, on ne les voit plus. On doit rompre avec, voilà. Ce qui est un peu différent des pays anglo-saxons, où dans les pays anglo-saxons, les femmes ont le droit à voir leurs amis et à redévelopper un réseau social. Il y a une grosse différence là-dessus. Voilà. Alors, c'est vrai que l'amitié, donc je vous l'ai dit, elle vient en plus, mais en fait, si on étudie peut-être des milieux qui sont un peu à la marge, comme les artistes, les Saint-Simoniens ou les romantiques allemands, par contre, il y a vraiment des communautés émotionnelles d'amitié très fortes, mais dans un milieu qui est effectivement pas au centre de la société, mais plutôt sur ses marges. Hein. Et du coup, il y a quand même une possibilité aussi de vivre l'amitié de façon très intense. Alors dans le saint-simonisme, c'est carrément institutionnalisé, parce qu'il faut, c'est comme les quakers, quoi. Il faut leur chemise doit être forcément fermée par quelqu'un d'autre. Donc ils sont dépendants des uns des autres. Et alors, il y a aussi tout un imaginaire, mais qu'on voit déjà avant au XVIIIe siècle, mais très fort, c'est le fluide magnétique. C'est-à-dire que vous êtes attiré par vos amis, par un fluide magnétique, le mesmérisme. Mais c'est vrai que c'est repris dans le saint-simonisme et dans le socialisme utopique, comme le fait que, effectivement, ça préfigure une société où tout le monde se réunit aussi. Hein, cette espèce de fluide qui circule, etc. Donc, Flora Tristan, elle a une force de fluide. Hein. Waouh! Et puis alors, Flora Tristan, c'est pour le coup, justement, qui est un personnage assez atypique, elle devait être très séduisante, donc tous les hommes le couraient après, et elle refusait l'amour. Alors, elle voulait bien leur donner de l'amitié, voilà. Et surtout, en fait, à la fin de sa vie, elle a décidé, en fait, de vivre un amour avec Éléonore, qui était une jeune ouvrière quand elle a fait son circuit de Tour de France. Et c'est un espèce d'amour absolument mythique, où c'est comme, elle dit, c'est comme Jésus et Jean-Baptiste, quoi. Donc, elle a vraiment affiché des amours féminines et des amitiés féminines de façon extrêmement intense. Donc il y a quand même des possibilités d'invention. Les dandys aussi cultivent beaucoup l'amitié. Et puis surtout, en fait, s'invente l'adolescence. C'est-à-dire que du fait que on mette les enfants au collège, bon, ils sont extraits un peu de la société, puis là il y
Il y a un milieu qui est favorable à l'amitié. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup bâti sans doute notre mythologie de l'amitié, c'est que l'adolescence devient le moment vraiment important où on se construit avec ses amis. Voilà. Et donc, c'est justement par rapport aux amitiés clivées dont je vous parlais, le moment effectivement où l'amitié est vraiment beaucoup plus généreuse et entière, c'est l'adolescence. Voilà. Donc, on laisse pendant un certain temps les jeunes faire un peu ça. Alors en plus, il y a des rituels assez amusants parce qu'ils essaient d'avoir des écritures secrètes entre eux pour se passer des petits messages. Enfin bon, on a tous fait ça. Hein. Voilà. Et finalement, les parents sont plutôt pour que les jeunes tissent des amitiés parce que ça fait effectivement après un appui social. Puis à un moment où, à la fin du XIXe siècle, les éducateurs s'inquiètent beaucoup sur ces amitiés. Voilà. Donc, après le procès d'Oscar Wilde, on commence à beaucoup s'interroger sur une amitié particulière. Et voilà. Du coup, on se dit qu'il faut introduire de la mixité, parce que, voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que Foucault a beaucoup étudié ça, hein, en montrant, enfin lui, sa théorie, c'est que l'amitié était très forte avant le XVIIIe siècle et que effectivement ces alliances risquaient d'empêcher le pouvoir central d'étendre son contrôle et son influence, et que effectivement on a inquiété l'amitié de la notion d'homosexualité pour la rendre plus faible. Donc les amitiés qui prennent en compte l'existence entière sont réservées à la jeunesse et à l'adolescence. Et c'est aussi donc l'âge où on se construit grâce à l'amitié, quoi. Donc après, il y a la psychologie de l'adolescent, il y a des théories sur la psychologie de l'adolescent. Voilà, on montre que c'est très important qu'il y ait d'amitié, etc. Je vais finir un peu sur où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que l'amitié pourrait sembler être la relation moderne par excellence. La modernité croit à l'égalité, les amitiés, donc, contrairement à d'autres liens, sont des liens égalitaires. La modernité croit en l'individualisme, au choix individuel. Hein. La modernité croit à l'expression de soi, à la découverte de soi, à la construction de soi. Croit à la liberté de se choisir et de ne pas avoir d'engagement irrévocable. Donc cette fluidité, cette flexibilité de l'amitié, finalement, elle finit par devenir un modèle même pour l'amour, en fait. Donc on pourrait dire que l'amitié pourrait sembler effectivement le lien moderne par excellence. Pourtant, on a l'impression qu'il y a une certaine fragilité finalement de cette amitié qui n'a ni contrat, ni obligation, etc. Elle est fragile, elle est labile. Voilà. Du coup, on développe peut-être une nostalgie de ces amitiés de jeunesse, et la fidélité de ces amitiés parfois sont le fil rouge qui nous permet de conserver une espèce de continuité dans la vie. Il y a même une espèce d'utopie que toutes les relations pourraient être des relations amicales, que ce soit avec ses enfants, avec ses collègues, avec son mari ou sa femme, etc. Mais c'est vrai que c'est peut-être une illusion. Il y a un autre pan que j'ai évoqué un peu avec le saint-simonisme et tout, c'est qu'il y a beaucoup la notion aussi que l'amitié favorise l'entrée dans le militantisme et présuppose une société future, voilà. C'est-à-dire que le fait qu'on s'entende bien avec ses amis, qu'on arrive à partager, etc., ça pourrait être un peu comme dit Pasolini, ça peut être des espèces de petites lucioles qui peuvent nous faire espérer que le monde pourrait aller mieux. Enfin, j'en parle actuellement parce qu'effectivement, on a besoin de choses comme ça.